suis particulièrement honoré de prendre la parole ce soir en tant que président fondateur du Léo Club Pyrénées Charité Empire et en tant que président du conseil d'administration de Pyrénées Terroir Excellence. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons pour cette soirée exceptionnelle, organisée conjointement par nos deux structures, autour du livre Bernard, la fureur de vivre, en présence de son auteur, Madame Dominique Tapie. Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement tous nos partenaires sans qui cette soirée n'aurait pu voir le jour. Merci à Groupama, et tout particulièrement Mesdames Valérie Barbet et Joël Abadi. Alors, je ne sais pas où elles sont, je ne les vois pas, mais... Ah si, je vois. Merci à l'agence Swiss Life de Lourdes et Guillaume Mallard. Merci à Audi Scalatar ainsi qu'à Erwan, avec qui nous avons construit ce partenariat avec efficacité et enthousiasme. Merci au Rex Hotel de Tarbes, qui nous accompagne avec régularité et amitié. Un mot particulier pour Tanguy Delvas, de Real Drone Inspection, pour son amitié, pour sa fidélité et sa présence constante. Si vous cherchez un excellent vidéaste ou photographe, allez le voir parce que vraiment, on l'adore. Je remercie particulièrement également la Chambre du commerce de Tarbes, à commencer par son président François-Xavier Brunet et Claire Mongis, la chargée de communication, pour son aide. Évidemment, une reconnaissance toute particulière à la ville de Tarbes, avec qui nous soutient dans chacun de nos projets. Merci pour votre confiance, merci pour votre amitié. Merci à Monsieur le maire, qui n'est pas présent ce soir, représenté par Michel. Merci évidemment à aussi Renaud, de la communication de la mairie, pour son aide et son efficacité en tout instant. Je suis très heureux justement de vous annoncer que va me succéder Cassandra à la présidence à compter de juillet. Donc je suis très fier de pouvoir compter sur sa fidélité et son amitié. C'est avec beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion, mais surtout beaucoup de fierté, que je remercie les membres de mon club, qui ont donné corps à cette soirée, ainsi que les membres de Pyrénées Terroir Excellence pour leur engagement, leur loyauté, leur amitié et leur confiance. Merci également aux administrateurs et au bureau de Pitex, pour leur confiance de tout instant et pour me suivre dans mes projets qui s'enchaînent et qui souvent nous fatiguent beaucoup, mais qui sont souvent porteurs de sens. Je remercie, je voudrais surtout enfin adresser un mot chaleureux à toutes les personnes présentes dans la salle ce soir. Amis, partenaires, famille, votre présence, votre soutien nous est essentiel. C'est un honneur de conclure cette année associative sur un événement aussi fort et porteur de sens à mes yeux. Merci à tous, merci à toutes. Et maintenant, je vous invite à accueillir chaleureusement Madame Dominique Tapie. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. Pour ouvrir cette soirée avec émotion et intensité, nous avons choisi de vous offrir une introduction tout en images, en rythme et en mémoire. Un premier regard sur une vie hors du commun, pour rendre hommage à l'homme dont nous allons parler ce soir. Je vous laisse regarder. C'est de parler à Dieu comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages et devant un avion rêver de voyage. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement, c'est d'être un président ou bien n'importe qui et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait aux billes et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit, à l'aventure infiniment.
c'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil, c'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie, c'est vivre au présent, mais d'avoir envie de vivre sans temps. Réussir ta vie, sois poète ou sois paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment. Réussir sa réussis ta vie, sois poète ou sois paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment. Je suis très émue parce que vous avez fait défiler presque toute notre vie et vous avez eu en plus la bonne idée de ne pas montrer les mauvais souvenirs. Donc merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir de se rencontrer en vrai, puisqu'on a eu la chance de discuter un petit peu lundi dernier en direct à la radio, et ça me fait très plaisir de voir que vous êtes fidèle à l'image qu'on peut avoir de vous, que vous ne trichez pas, et ça c'est... Lélie peut en témoigner. Vous avez découvert tard aujourd'hui, alors depuis ce matin, vous avez profité des haras aussi, parce que je ne savais pas que vous étiez une fan de chevaux. Oui, oui. Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'envoyait en Angleterre, et donc j'ai appris à monter là-bas. Et puis comme j'adore les animaux, je trouve qu'on a une relation particulière avec les chevaux. Et ma fille a repris cette passion, alors elle est vraiment passionnée. Et je peux vous dire que quand nous avions notre fameux moulin avec tous nos animaux, dès que son père lui achetait un cheval, et qu'il ne pouvait pas progresser, puisqu'elle, c'est surtout le saut d'obstacle, donc il lui achetait un nouveau cheval, on disait bon, alors donc on rend l'autre, ah non, on les garde. Donc j'avais 3-4 chevaux comme ça au moulin jusqu'à la fin. Quand on voit ce film qui dure quoi, Lélie, 2 minutes et quelques. 2 minutes et quelques, on se dit, est-ce que j'ai vécu vraiment tout cela? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez vécu? Vous vous rappelez de chaque image, de chaque moment avec Bernard Tapie? Non, parce que les premières images, je ne connaissais pas Bernard quand il était... Avec un Y. Oui. Bernard Tapie avec un Il était Y. chanteur, Pour je faire ne la connaissais vérité. pas. Ouais, C'était dans une autre vie. ouais. Et par contre, après, il a refait des chansons avec Didier Barbelivien. C'est lui qui a écrit les paroles de Réussir sa vie. Et en plus, Didier l'avait bien cerné parce que Bernard a toujours dit, il avait écrit un livre qui s'appelait Gagner. Et ce livre avait été mal interprété car dans l'esprit des gens, c'était gagner à tout prix. Et lui avait toujours voulu bien qu'on comprenne qu'il fallait réussir sa vie et pas réussir dans la vie. C'était pas ça l'essence de sa quête. Voilà. Il y a eu combien de vies quand on voit déjà cela en 2010? On se dit, mais vous qui étiez à ses côtés, vous dites, mais c'était un homme orchestre, vraiment. Ah, mais j'ai tout connu. Oui, vous avez tout connu. Le haut, les bas, enfin tout. C'est-à-dire que j'ai connu des très 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 hauts et des très 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 bas. Ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais bon, pour rien au monde, j'ai envie de dire si... est-ce que si j'appuie sur le bouton, je peux... Non, je refais la même chose. Parce que j'ai une vie passionnante avec un homme passionnant, hors norme. Passionné aussi, hein, parce que avec les coups d'éclat, voilà. Un mauvais micro, donc on va Et puis on peut dire tout ce qu'il touchait, c'était de l'or au final. Il rendait or tout ce qu'il touchait, la plupart du temps en général. Où il y a oui, parce qu'il avait des qualités
D'abord, il avait une présence physique, de force vitale, qu'il arrivait à communiquer, à imposer. Après, il avait une intelligence vraiment très développée. Il avait un sixième sens, il savait trouver en 10 secondes, il savait qui vous étiez, si vous étiez quelqu'un qui était enclin à l'aimer, à le détester. S'il sentait que vous aviez une réticence envers lui, il allait vous chercher, lui, vous personnellement, parce qu'il voulait vous mettre dans son camp. Il avait donc cette force de persuasion, d'emmener les foules. C'était un tribun aussi, et il était hors norme. Et ça, c'était des qualités qu'il avait en lui. Complètement. Et de ces qualités, vous dites, on l'a vu, vous êtes très proche de Sophie, votre fille, surtout vu qu'elle est devenue maman il y a quelques mois, pour la deuxième fois. Qu'est-ce que vous retrouvez chez vos enfants, de chez Bernard ou de vous? Quels traits de caractère ont-ils récupéré en positif comme en négatif? Alors, la fougue, l'enthousiasme, tout ça, c'est Sophie. C'est celle qui lui ressemble le plus. Il y en a qui ont regardé les traits, ils ont pu se rendre compte. Par contre, l'intelligence pure, c'est plutôt mon fils Laurent. Après, les deux autres enfants, je les ai élevés, ils ont leurs qualités propres, mais vraiment des cas, c'est Sophie qui est son clone, que je dois tout le temps tempérer, comme je le faisais avec lui. Parce il est toujours dans l'instantané, il veut toujours relever des défis. Et à chaque fois, moi, je lui disais, mais attends, on va réfléchir, on va analyser. Mais ils ont cette fougue, l'un et l'autre, qu'il faut parfois calmer. Et c'est pour ça qu'il a eu quelques revers. Dans le livre Bernard, la fureur de vivre, que vous dédicacerez donc à l'issue de cette conférence, on en sait plus sur vous, sur la relation. Alors moi, c'est ce que je vous ai posé comme question d'ailleurs lundi. J'ai dit, derrière cette apparence très calme, par là où vous êtes passé, ça n'a pas été facile la relation au début avec Bernard Tapie. Parce que vous ne l'en vouliez pas, c'était pas du tout votre type d'homme à la base. Non, pas du tout. On venait pas du tout du même milieu social. En fait, je pense que quand j'ai connu Bernard, je suis arrivée dans un... Enfin, si vous lisez mon livre, vous verrez, je viens me présenter dans une association, Loi 1901, et moi je suis dans le côté commercial, et pour moi, mon patron, c'est le directeur commercial. Et j'ignorais que sur le palier d'en face, il y avait la société but non lucratif, Loi 1901, dont Bernard s'occupait. Et il avait créé un espèce de club qui s'appelait le Club Bleu et qui permettait aux personnes d'avoir des prix, des remises, d'organiser les assurances, les voyages, enfin bon. Et mon directeur commercial était un peu lourd à mon endroit et il avait dit à sa secrétaire, celle-ci elle est infernale, elle se prend pour qui? Donc je vais la foutre dehors. Et sa secrétaire est allée trouver Bernard, qui ne supporte pas l'injustice. Ça l'a toujours révolté. Et elle lui a dit, voilà, il y a une fille qui est là, elle est rentrée il y a peu de mois, elle fait bien son boulot, et monsieur Intel veut la mettre dehors parce qu'elle ne répond pas à ses avances. Voilà, pour parler cru. Et elle dit tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce con? Je vais aller lui parler, et tu l'as fait venir chez moi. Donc j'arrive dans cet autre appartement, qui était en bureau, et là je tombe sur des jeunes, il y avait peut-être 30-35 jeunes, un peu, pas mon style, voilà, on va dire. Moi j'étais un peu classique, comme on le disait tout à l'heure, très classique. Et je vois arriver, donc je vois tous ces jeunes qui plaisantent, qui ne travaillent pas. Hein. Et d'un seul coup, il y a un bruit d'avion dans la rue Lincoln, c'était à côté sur les Champs-Élysées, et je vois, ils partent comme des souris dans leur trou,
et tout le monde est au garde à vous. Et là, rentre un type incroyable, avec donc une présence étonnante, le cheveu en bataille, en blouson, et qui commence à embrasser les unes. C'est toujours s'il ne mettait pas un peu une petite main aux fesses aux unes et aux autres. Enfin, moi, je suis complètement estomaquée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce type? Et donc, sa secrétaire me dit, voilà, c'est votre nouveau patron, M. Tapie. Et aussitôt, il est venu vers moi et il m'a dit, alors il paraît qu'à côté, on vous emmerde. Bon, ben ici, ça ne vous arrivera pas. Enfin, sa façon très fonceuse d'aborder les sujets, j'étais un peu interloquée. Et comme je détonnais au milieu de tout ce milieu, je pense que dans sa tête, j'étais un défi à relever, comme le reste. Oui, parce que, comme vous Voilà disiez, comment a commencé notre histoire. comme vous disiez, vous n'étiez pas du tout fan de lui, contrairement à d'autres qui l'adulaient, qui étaient à ses pieds. Bernard était vous n'étiez pas... mais c'était un illustre inconnu. Personne ne connaissait Bernard. Lui, il était marié, il venait d'avoir un deuxième enfant. Moi, j'avais ma vie affective avec un petit fiancé. Enfin, voilà. On n'était pas du tout, on était aux opposés. Et quand, par la suite, j'ai mieux connu, j'ai découvert qu'on avait les mêmes valeurs, les mêmes valeurs familiales, de droiture, d'empathie envers les gens. Voilà. C'est ça qui nous a réunis. Et justement, qu'est-ce qui vous a séduit au premier abord, et puis en le connaissant, en approfondissant plus de cette rencontre, qu'est-ce qui vous a de suite conquise chez lui, à votre égard, ou tout simplement son empathie envers les gens, être à l'écoute, et justement son sens très, très développé pour l'injustice. Je le voyais toujours d'abord parler à tout le monde, à égalité, et puis il avait toujours ce sens très développé de donner leur chance à chaque personne. Là, c'était des étudiants, des gens qui ils allaient démarcher. Bernard, il disait, je leur fais la piqûre. Donc le matin, il les réunissait, voilà, toi tu fais tel secteur, il fallait faire des adhérents pour ce club. Et le soir, tout le monde était au débrief. Bon, moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là, je partais. Tout le monde était au débrief et il les haranguait, il donnait des conseils. Il y avait Jean Reynaud, d'ailleurs, dans ce groupe, qui n'était pas encore un acteur. Et je l'ai su après. Et donc, c'est ça qui me plaisait, voilà, c'est qu'il était toujours à l'écoute des autres. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que vous aimiez qu'il ait du talent, mais plus encore qu'il ait du cœur. Parlez-nous, donc, une anecdote méconnue, parlez-nous de Zora, dans votre livre. Ça, c'est... Oui, ça, si vous voulez, je l'ai mis dans mon livre parce que c'était justement pour montrer un peu quel est... En fait, Bernard, c'était un dominant, voilà. Un dominant, mais un dominant extrêmement sensible. Et quand il a commencé à avoir une certaine notoriété, c'était l'époque, dans les années 80, où tout, il réussissait. Et on a appris, il y a l'hôpital de, je crois que c'était de Garches, qui nous a appelés, qui a appelé sa secrétaire, en disant, voilà, il y a une petite cancéreuse, elle a 14 ans, et il y a des photos de vous partout dans sa chambre, et malheureusement, elle a les poumons atteints, et je pense que si vous pouviez lui faire une petite dédicace, ça lui ferait plaisir. Donc il m'en parle le soir, je lui dis, mais attends, c'est épouvantable, 14 ans. Et il me dit, tu sais ce qu'on va faire? On ne va pas lui faire une dédicace, on va aller la voir. Et donc nous sommes arrivés à l'hôpital, on avait prévenu bien sûr le service d'oncologie. Et je suis rentrée en premier pour qu'il n'y ait pas un choc quand même. Pour la préparer. Et on a vu cette petite maghrébine, ses parents vivaient dans un HLM, elle était loin en plus de sa famille, elle était peut-être à 50-60 km. Et on aurait une petite biche toute maigre avec des grands yeux. Et je me suis approchée, je lui ai dit, tu sais, j'ai mon mari qui va venir te voir parce que je vois que... Et elle a compris, elle me dit, c'est Bernard Tapie? Oui.
Bon, ben voilà. Alors cette petite, elle nous a énormément touchés. Je peux vous dire que dans l'ascenseur, on était en larmes. Et ensuite, on ne l'a pas lâché. C'est-à-dire il en a jamais parlé, lui. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on l'apprend dans votre livre. Et donc, ensuite, quand elle est sortie, Bernard lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Est-ce que tu connais Paris? Non. Est-ce que tu as été à la mer? Non. Tu as été au ski? Non. Et on l'a emmenée partout. Je n'avais pas ma fille à l'époque, j'avais Laurent. Et elle a fait partie de la famille pendant plusieurs mois. Et voilà, c'était le côté de Bernard tellement attachant que je voulais faire connaître. C'est vrai que c'est magnifique, on découvre un autre homme, en effet. Et puis il y a eu les affaires aussi, hein, les affaires, c'était un homme d'affaires, Adidas, on en parlait. Alors je sais que dans votre livre vous dites, et c'est pour ça que Bernard Tapie était très proche des gens, vous avez beaucoup de témoignages de gens qui l'ont rencontré, quelles que soient les classes sociales, il était à l'aise avec tout le monde. Et si je peux m'offrir une petite parenthèse, j'avais eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années, hein, et donc je travaillais dans une autre radio, dans une autre région, et Bernard Tapie avait, puisque au-dessus des studios, il y avait des studios de télévision, et on voyait les gens passer. Je présentais une émission entre 20h et 22h, on voyait les hommes politiques passer. Et un soir, au micro, il y avait l'assistante de l'émission qui avait fait des beignets. Des beignets, pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez voir, elle avait fait des beignets et tout. Et on voit quelqu'un qui rentre, donc dans le studio, Bernard Tapie. Bon, alors, il dit, excusez-moi, parce qu'il me dit, ces cons-là, ils invitent des gens pour la télé, ils n'ont même pas de quoi leur payer à bouffer. Donc il dit, je peux vous piquer des beignets, j'ai faim, quoi. Et donc, alors l'assistante dit, je vous en prie, monsieur Tapie, il commence, et il parle. Et il dit, putain, mais pourquoi je n'ai pas écouté ma femme? J'aurais pu vivre tranquille avec les affaires, elle me déconseillait de faire la politique. Pourquoi j'ai été me faire chier à faire de la politique? Et je me suis dit, alors après il est reparti et tout, on était avec le réalisateur, l'assistante, on était là, c'était surréaliste. Et je me suis dit, si je rencontre à nouveau Bernard Tapie, ou si j'ai la chance de rencontrer son épouse, il faudra que je lui pose la question, est-ce que vous aviez dit non, il ne faut pas que tu fasses de la politique? Parce qu'il nous a dit, si j'avais pu écouter ma femme, je ne serais pas foutu dans ce merdier. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai toujours épaulé dans tous ses projets. Mais quand il a commencé à mettre un pied en politique, il était envoyé par Mitterrand, qui voulait empêcher Le Pen de prendre la ville de Marseille. Et il s'est pris au jeu, parce que voilà, c'était dans sa démarche d'humaniste, d'aller aider, parce que lui, il n'a jamais oublié d'où il venait d'une banlieue parisienne, et il avait envie de faire quelque chose pour ces gens qui étaient au désespoir et qui, n'ayant pas d'autres sources, ils allaient vers le Front National. Et la rencontre avec Mitterrand a été déterminante, parce que je pense qu'ils ont eu tous les deux comme un coup de foudre réciproque. Ils s'admiraient l'un l'autre. Et voilà. Et comme il a réussi à Marseille, dans la députation, ça a été après l'escalade. On l'a pas lâché après, hein, c'est la politique. Je savais qu'il ne fallait pas qu'il... Bon, alors, Marseille, sur le moment, je me suis dit, bon, ok, tu vas peut-être faire quelque chose pour cette ville, mais après, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes. Et moi, j'étais fier de lui, de sa réussite, mais là où j'ai compris que c'était un monde complètement différent des affaires, c'était vraiment un monde de requins, de faux-semblants, de mensonges. Et connaissant Bernard, qui était tellement cash, je savais qu'il ne pourrait pas tenir son rang, c'était pas possible. Il était trop transparent, il disait trop les choses. D'ailleurs, il l'a reconnu, il y a eu la dernière interview avec Delahousse, il dit
j'ai fait des fautes, je suis rentrée dans différents milieux et à chaque fois, j'ai pas respecté les codes. En plus, il avait un côté extrêmement provocateur, ça l'amusait. Et moi, j'étais derrière en train de lui dire « Calme-toi, fonds-toi dans le nouveau corporatisme que tu viens d'intégrer. » Mais c'était plus fort que lui. Parce qu'en fait, il aimait tellement le débat que si vous lui disiez blanc, il allait vous dire noir, mais un quart d'heure après, il pouvait vous dire noir et réfuter tout ce qu'il voulait dire. En principe. Donc c'est... Bon, il s'est bien amusé, mais enfin, ça nous a coûté cher, la politique. Honnêtement, parce qu'avec tout ça, au final, Bernard Tapie, on l'aime ou on le déteste. Qu'est-ce qui d'après vous, reste aussi clivant chez lui aux yeux du grand public? Donc il y a le public qui reste informé par la presse, on va dire, qui est en recherche de scandales, de gros titres. Puis il y a le public qui l'aime, qui est plus informé peut-être, qui l'aime. Mais Marseillais. complètement, parce que Bernard, attendez, il aimait la lumière. C'était une boulimie de vivre un petit peu. C'était un acteur, vraiment. Il avait ça au fond de lui. Il aimait la lumière, il avait soif de reconnaissance. Il venait d'un milieu très 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 modeste. Son père était ajusteur et je pense qu'il avait envie de reprendre une revanche sur le plan social. Il avait envie de sortir de cette condition parce qu'il m'avait toujours raconté que son père à la maison, c'était les familles très à l'ancienne, le père qui dirige la famille, il avait un petit frère, donc c'était le chef. Et puis quand un jour il m'a dit, j'ai eu un déclic, j'ai vu mon père tout penaud, parce qu'un flic l'avait arrêté, donné de nouveaux papiers, bien monsieur l'agent, et ça l'a révolté, parce que l'image du père a été altérée, parce qu'il y avait donc au-dessus quelque chose. Et lui, il voulait pas, il avait l'habitude de dire, moi je suis né dans le tiroir du bas, et je vais être sur le haut de la commode. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand il a réussi dans ses affaires, il s'était passionné pour les meubles et objets d'art, une de ses passions nombreuses, et il n'y avait plus de place dans la petite maison que nous habitions dans les années 80. Donc on se retrouve dans le fameux hôtel particulier de Givenchy, boulevard Saint-Germain, rue des Saints-Pères. Décoré de manière un peu froide. Et donc, il fait venir, on meuble, on va à des ventes, il achète des choses. Il se passionnait. Quand il était passionné sur un sujet, il s'investissait complètement. Il a acheté des bouquins, il avait on allait voir les plus grands, les 5-6 grands marchands sur Paris. Il connaissait le meilleur ébéniste dans les livres. Donc, on meuble la maison. Moi, j'étais effarée parce que tout le rez-de-chaussée, on se serait cru dans un musée. Je n'avais pas envie de vivre dans un musée. Et heureusement, le premier étage, il m'a laissé faire ça à mon idée. Voilà. Alors Bernard, il faut le dire aussi, était un très grand chef, très grand cuisinier. Et quand c'était l'époque des champignons, on avait droit, presque tous les jours, aux champignons, j'en pouvais plus. Et là, on est donc en train de déguster nos tapas, et puis passe cette assiette de cèpes, et je dis à Sophie, écoute, tu sais, on va penser à lui, on va se commander des cèpes. Alors on nous amène l'assiette de cèpes, qu'on met devant nous, entre nous, et on commence à piquer, et donc on est avec lui. Et là, Sophie prend sur l'épaule un cèpe qui est sorti de la pile. C'est inexplicable. Je peux pas. Et on est resté sidérés. Alors après, moi j'ai cherché, je me suis dit, mais alors attends, le champignon, c'est spongieux, c'est léger. Oui, c'est peut-être une raison scientifique derrière tout ça. Il ne faut pas chercher, voilà, c'était comme ça. Vraiment... On nous a fait un petit clin d'œil, je pense. C'était réellement un vrai clin d'œil. Et alors, une question aussi, c'est-à-dire que avec tout ça, avec tous ces signes, sa présence, comment, donc on l'a vu en écrivant ce livre, avec l'après, une fois qu'il n'était plus là, ce livre, est-ce que pour vous ça a été aussi un objectif de remettre la vérité en place, une thérapie aussi peut-être, un acte d'amour? Qu'est-ce que ça peut être pour vous, le fait d'écrire ce livre? Comment vous l'avez ressenti?
Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure aux journalistes, un grand vide, un vide sidéral, parce que j'étais dans une situation d'ailleurs précaire, très incertaine, je ne savais pas ce qui m'attendait. À la rue, comme vous disiez. Pardon ? À la rue, presque à la rue. Oui, on peut dire à la rue, oui, puisque il avait réussi à vendre l'hôtel particulier à Pinault, et que j'avais reçu à la maison après son décès. Et je lui avais demandé, je lui avais dit, écoutez, il faut me laisser le temps de me retourner, j'habite ici depuis plus de 38 ans, je ne sais pas où aller, tous mes comptes sont bloqués, j'ai pas de moyens, laisse-moi me retourner. Et oui, si vous voulez, bon. Et il me dit, alors vous voulez rester combien de temps ? Je ne sais pas, c'était au mois de... Bernard était parti en octobre, c'était peut-être au mois de novembre, et moi, dans ma tête, comme ça, je n'ai pas réfléchi, mais peut-être en mars, parce que vous savez qu'au bout d'un moment, on peut mettre les gens dehors oui, à la fin de l'hiver. Et moi, je ne réponds pas en mars ou... Bon, si vous voulez, mais je vois bien que ça l'ennuie. Là. Vous savez qui est Pinault ? Combien de... Oui. Ce qu'il a comme bien immobilier. Oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas dépendant, et non plus, n'attendait pas derrière... Et je suis un peu surprise parce qu'il avait été très empathique avec Bernard, il avait écrit des lettres quand il a appris qu'il était malade. Je m'attendais à une autre action. Bon, c'est comme ça. Et je commence donc, une semaine après, à recevoir les experts pour expertiser tout ce qu'il y a dans la maison, commence à enlever tout. Les fameux liquidateurs, donc... Ils enlèvent tous les meubles, etc. Et puis j'ai Jean-Louis Borloo, qui a été heureusement notre ami de toujours, et qui m'a aidé, et qui me fait savoir que les avocats de Pinault ont fait comprendre que ce serait bien si je pouvais partir fin janvier. Je dis, écoutez, fin janvier, c'est pas possible. J'ai une maison... bon, ok, les meubles, j'ai pas de problème de garder meubles, tout est saisi, tout va être aux enchères. C'est bien, mais enfin, j'ai quand même une maison, j'ai des vêtements, j'ai des souvenirs. 1600 mètres carrés, c'est ça ? Oui, 1600 mètres carrés. Je pourrais jamais partir fin janvier, c'est pas possible, c'est demain. Eh ben, je suis partie le 20 février. Voilà. Parce qu'en plus, je n'aime pas gêner si je sors, mais j'avais ces architectes, ces décorateurs qui étaient là du matin au soir, couvraient. Oui, qui était déjà une nouvelle page remplie encore de vêtements. Enfin bon, c'était insensé. Une nouvelle page s'ouvrait réellement déjà avant même que vous ayez quitté les lieux. Ouais. Une nouvelle page s'ouvrait avant même que vous ayez quitté les lieux. Et c'est Jean-Louis qui m'a relogé. Qui m'a dit ne t'inquiète pas, je vais te trouver. Un endroit et qui m'a logé pendant 1 an. Et maintenant, c'est mon fils qui assume mon loyer. Alors, ce qui est fou, c'est que Dominique Tapie, quand même, ça a été jugé, les affaires ont été jugées, et vous continuez de payer les intérêts, en plus, là-dessus, sur ces affaires, quoi. Les intérêts tous les mois, tout le temps. Vous allez payer ad vitam aeternam, alors. Oui, c'est vrai qu'il fait. Sachant que, comme je disais, tout a été remboursé, c'est bien ça. Tout a été... Oui, parce que Bernard, à la fin, d'abord, il a eu son procès, qui a été un procès ouvert au public, et là, même les journalistes ont compris qu'il avait quand même été floué par le Crédit Lyonnais. Il se battait depuis 25 ans pour faire entendre sa voix et dire qu'il avait été floué. Mais personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Et lors de ce procès, enfin... Les gens ont compris quelle avait été la manipulation, puisque c'est pour ça que je dis que c'est la politique qui nous a achevés, on va dire, sur le plan pécunier. Donc les gens ont compris qu'il a fallu, quand il est rentré comme ministre, on lui a dit, ok, rentrez comme ministre, mais vous ne pouvez plus avoir aucune affaire. Or, il s'était battu pendant des mois, pour enlever l'affaire de sa vie, Adidas. Et moi, je vais le voir, je m'en souviendrai toute ma vie.
il était avec Bérégovoy au téléphone quand on lui propose ce poste de ministre de la ville. Je lui dis, mais Bernard, tu peux pas, bon, que tu laisses les autres affaires, mais tu peux pas te débarrasser d'Adidas. En plus, avec l'OM, enfin je veux dire, c'est Adidas qu'il avait dit. C'est tellement toi, c'est ta vie. Et il m'a répondu, eh ben, je vais te dire, je vais être ministre de la France. Alors, quand il avait dit ça, il avait plein la bouche, je vais être ministre de la France. Et si... et alors, Adidas, c'est quoi? Je ne serai toujours qu'un marchand de pompe. Voilà, texto, il m'a répondu. Là, je me suis dit, il est cuit. C'est ce patriotisme. C'est fini. Voilà. Et donc, il a donné le mandat à son banquier de lui vendre Adidas. Et le Crédit Lyonnais a fait un montage. Ils ont trouvé un repreneur qui était Robert Louis Dreyfus. Ils ont trouvé ce repreneur. Et le Crédit Lyonnais, comme banque, n'a pas le droit de porter pour son client. Eh bien, le Crédit Lyonnais a monté une structure dans une île offshore, c'était les îles Caïmans. Ils ont monté une structure. Le Crédit Lyonnais s'est vendu Adidas pour 2 milliards de francs. Ils ont revendu Adidas. Non, ils ont dit à Bernard, on vous donne 2 milliards de francs. Et 48 heures après, ils ont revendu Adidas 4 milliards à Robert Louis Dreyfus et ils se sont empochés la différence. Ça, Bernard ne pouvait pas l'imaginer, parce que quelque part, il était même un peu crédule. Il faisait confiance aux instances, à son pays. Il était même un peu crédule, parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait lui faire ça. C'était sa banque depuis le début, depuis ses débuts. Et c'est un jour, peut-être un an et demi après, il regarde, puisque Dreyfus a repris l'OM, il regarde un match de foot et Bernard lui dit t'as quand même fait une belle affaire avec Adidas, hein, maintenant ça pèse 11 ou 12 milliards. Et pour ce que tu l'as acheté, et Robert lui dit bah, quand même 4 milliards, c'est pas donné. Comment 4 milliards 2 milliards Non, 4. On parle en francs, hein. Et là, bah, il a compris ce qui s'était passé. Voilà. Donc ensuite, les 25 années de sa vie, il les a passées à faire éclater la vérité. Mais qui pouvait penser que cet homme d'affaires qui était un peu sulfureux, qui la ramenait toujours, on donnait plutôt crédit à l'establishment, à la banque, et voilà. Et à la fin, donc, au cours de ce procès ouvert, les gens ont compris. Et c'est comme ça qu'il avait gagné pour l'arbitrage. Car le seul président de la République qui a bien lui dire bon, écoutez, on va faire une médiation, donc là, les gens ont compris. Et après, le suivant a fait annuler cet arbitrage. Donc, ensuite, il a continué, bien sûr, à essayer de rattraper ça. Malheureusement, la maladie l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Et il avait fait un plan de remboursement. Et ce plan de remboursement, il donnait tous nos actifs. Il avait mis dans la balance la Provence, puisqu'il avait racheté la Provence. Et il avait réuni la somme. Il attendait que le CDR, puisque c'était plus le Crédit Lyonnais, c'était le CDR, entérine cet accord. Ils ont touché 307 millions et il en avait touché 304. Donc en plus, il était bénéficiaire. Et jusqu'au bout, ils ont dit non, ils gonflent les prix, on va pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé après sa mort. Et les intérêts courent toujours. Comme il nous reste encore des biens qui n'ont pas été vendus, tant que ça c'est pas soldé, l'État considère que je dois des intérêts sur la somme. Voilà. Car ils ont demandé de rembourser, y compris ce qu'il avait versé, quand on a gagné l'arbitrage, ce qu'il avait versé aux impôts. Il fallait rendre tout. Donc c'est fou, c'est complètement aberrant. C'est aberrant. Parce que ce qui est fou. Et ça, je pense que son cancer
son cancer de l'estomac, vous savez, c'est quand on rumine. Il vient de là. En secret. Il vient de là parce qu'il n'a jamais accepté qu'on le fasse passer pour ce qu'il n'était pas. Et puis c'était tellement injuste. D'ailleurs, il l'appelait, c'est mon cancer Crédit Lyonnais. Parce que ce qui est fou, c'est que à cause de cette affaire, l'opinion publique a été contre lui, réellement. Et alors, on voit encore aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, par exemple, récemment sur Netflix, certains l'ont peut-être vu, il y a eu la série Tapi, qui a été réalisée par le fils Séguéla. Et donc, dans cette série, qui n'est pas proche de la réalité, vous allez nous en parler, on vous décrit comme la tête pensante. Et on décrit dans la tête pensante du couple des affaires, et puis on voit un Bernard qui a envie on le voit, on voit un Bernard un peu spécial. Ça donne pas envie de le connaître, c'est pas la réalité. Et donc, tout ça, ça contribue un petit peu à entretenir la flamme négative envers plutôt les détracteurs de Bernard Tapie et de vous, puisque donc la position dans laquelle la série vous met, ça vous met quand même dans une position, maintenant en plus, Bernard Tapie n'est plus, vous êtes encore tributaire, vous héritez encore, vous avez encore toute cette affaire qui vous plombe réellement au quotidien, et c'est fou, cette série a encore attisé la haine et au-delà de la haine, l'incompréhension générale. Je vais vous dire, moi maintenant, je me sens... D'abord, cette dette, elle est tellement colossale que c'est irréel. C'est incommensurable. Voilà, c'est irréel, puis c'est une dette virtuelle, puisque tous les jours, la situation est la même que quand il est parti. Donc, vous ne pouvez pas vous battre contre l'État, qui est un rouleau compresseur qui avance. Il y a des pauvres gens, des pauvres entrepreneurs qui sont... pas dans mon cas, pas à mon échelle, heureusement pour eux, mais quand vous avez toute cette machine qui se met en route, donc moi, heureusement, je ne pense pas à ça. Moi, j'avance dans la vie avec mes valeurs à moi, ma famille, mes amis proches, et je sais que cette dette, il va falloir qu'elle soit effacée, puis mais je ne le dois pas, je ne dois pas cet argent. Donc moi, je suis simplement tout à fait clair avec ça. Complètement. Et alors, aujourd'hui, on peut le dire, on voit, comme vous disiez, tout l'establishment qui est parti en cabale. Aujourd'hui, quelle est l'opinion de toutes les autorités publiques au plus haut niveau avec vous? Est-ce que vous êtes quand même épaulé? Est-ce que vous avez toujours des soutiens, des personnes qui continuent à vous défendre, à défendre Bernard et cette injustice qui est encore commise aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore des amis, des soutiens? Déjà, tous nos amis sont là, tous. Parce que vous étiez dans votre livre. C'était tous des amis, des vrais amis, des amis véritables, des amis de toujours. Bernard n'a jamais aimé les mondanités, il n'a jamais aimé l'establishment, il ne se sentait pas dans son élément. Il était plus à l'aise avec le boulanger ou charcutier du coin. Avec ses joueurs de foot sur le terrain. Avec ses joueurs. Donc là-dessus, moi je me sens très bien. Et quelle était la fin de votre question? C'était, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous pensez au fond que ce qui vous arrive aujourd'hui pourra un jour, peut-être en parlant justement avec ces différentes rencontres que vous faites, avec votre livre aussi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui justice pourrait être rendue? Oui, non. Moi, j'y crois pas. Vous n'avez plus, vous gardez espoir. Vous vous rendez compte, ça fait 30 ans. On va remonter au calendrier grec comme ça, combien de temps? Moi, j'ai pas envie de parler de tout ça, ça ne m'intéresse plus. Quand je vais partir, ça va s'éteindre. Mon liquidateur va certainement proposer, quand les derniers biens seront vendus, voilà, il va présenter la différence, puis on ne peut pas prendre ce que j'ai pas, dans tous les cas. Et je pense que dans l'esprit des gens, moi qui ai envie de rétablir cette vérité, je vais au devant de toute cette France profonde, les gens qui travaillent, qui savent, qui vivent au jour le jour, qui ont leur boulot, qui ont leur je me rends compte que Bernard est toujours adoré, est toujours là et respecté, et qu'il a
qu'il a quand même toujours une très bonne image. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qu'il était. Il y en a peut-être, ils vont pas venir me le dire. Mais moi, je me fais fort de rétablir donc certaines vérités que les gens ne pouvaient pas connaître ou qui ont été. Mais ça, c'était normal. Hein. Il aimait se mettre dans la lumière, et donc quand on est dans la lumière, Il en a payé les frais. on est le plus à même d'avoir la vindicte sur soi. Surtout qu'il provoquait. Et les journalistes, excusez-moi, mais les journalistes reprenaient derrière. Et il ne laissait pas indifférent. Et alors, à vous avoir côtoyé toute la journée, comment avec tout ça, vous gardez une énergie de vivre, une positive attitude? Vous êtes d'une résilience. Qu'est-ce qui vous fait l'essentiel, peut-être votre famille, mais qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait tenir avec tout ça? C'est ma personnalité, je pense. C'est l'école de la danse classique. Voilà. Et puis c'est mon optimisme. Je suis plutôt positive. Là, j'ai eu une vie extraordinaire avec un homme exceptionnel. Je vais pas. C'est pas ça qui va. Je veux dire, je vais pas faire comme lui, ronger. Et ça ne sert à rien. À mon âge, ça ne sert à rien. Il faut avancer et voir le positif. Eleni parlait il y a quelques minutes de la série donc, de Canal+, que beaucoup de nos spectateurs ont vu. C'était pas vraiment le reflet de la réalité. Vous préférez un film qui serait... Oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un film sur sa vie et qui soit proche de la réalité. Qui raconte sa vraie vie, la vérité. Parce que c'est vrai que j'ai été quand même... quand je suis sortie de la salle de projection et que je suis tombée sur Tristan Ségala, je lui ai dit, mais comment tu peux me voir d'abord comme ça, moi qui nous a connus. Tristan Ségala, on l'a connu, il avait 8-9 ans, puisque son père et Ségala étaient des amis très intimes. Et il n'a pas su me répondre. Il m'a dit, mais parce que, comme ça te donne... J'ai dit, moi, ça m'arrange pas du tout, parce que... La mode Netflix aussi. Tu as l'air de dire que le cerveau, c'était moi, et tout le monde va croire que le résultat final, c'est de ma faute. Donc non, c'était pas du tout ça. Et puis cette série, ce que je lui reproche, c'est que tout est nivelé par le bas. Ils ont tiré l'affaire Bokassa, alors que dès le départ, c'était pour une bonne action, c'était pour aller donner à ce despote, lui voler ses châteaux, et en faire don à l'UNICEF. Toute une volonté caritative qui a été détournée. Mais ça, on n'en parle pas. On laisse planer un doute. Bernard a fait des écoles pour les jeunes chômeurs, parce que pour lui, le chômage, c'était pas possible. Il disait que chacun avait en lui des qualités et qu'il fallait savoir les trouver. Il fallait un lieu pour que ces qualités soient trouvées et qu'elles puissent s'épanouir. On n'en parle pas. Il a monté 5-6 écoles. Il y a 3000 jeunes qui sont sortis de ces écoles, qui ont tous trouvé un travail. Il était très fier de ça. C'était sa plus grande fierté. On n'en parle pas. Et alors, justement... vous voyez, donc ce livre, c'est pas mon idée à l'époque. Moi, je n'avais pas pensé que j'allais écrire un livre. Et c'est Jean-Louis Borloo qui m'a mis cette idée en tête. Et après, je me suis dit, oui, ça peut être un moyen, à mon niveau, de mettre ma voix sur la sienne et puis de remettre les choses dans le bon ordre. Et ça a été très dur de mettre ça sur le papier, noir sur blanc. Je tiens à dire que je me suis fait aider par Catherine Suguret. Je n'ai pas écrit ce livre seul. Catherine Suguret, édition de l'Observatoire. Et pendant 5-6 mois, je déversais, je suis allée rechercher dans la mémoire mon ressenti. Ça a été dur parce que je venais juste de m'installer dans le nouvel appartement. Et j'ai fait un retour sur une introspection sur aussi, moi, une introspection totale sur nous. Et ça m'a même révélé des aspects des côtés de Bernard que
que je n'avais pas analysé sur le moment quand je vivais avec lui, parce que comme c'était un tourbillon, moi je suivais et on était tout le temps dans l'action. Quand on vit, on est dans le déjà, on ne fait pas l'analyse, on est occupé à vivre. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi il n'a pas résisté à l'appel de la politique, parce que venant d'où il venait, c'était le titre suprême, c'était l'aboutissement, être au service de son pays. Voilà, donc ce livre m'a beaucoup aidé, et ça m'a servi aussi de thérapie. Et puis, maintenant, j'ai des belles rencontres, et je suis contente de pouvoir montrer mon mari sous un autre jour, sur le vrai tapis. Et justement, vous parliez du fait d'être ministre, ça a été une fierté pour lui. Parmi ses réussites, à part son clan, puisque le clan tapis, comme il vous disait, c'était sa plus grande fierté. Il racontait de pouvoir vivre, d'avoir pu vivre sous le même toit avec tous ses enfants. Il disait que c'était sa plus belle réussite, sa plus grande fierté. Mais à part ça, quelles étaient ses autres grandes fiertés, et est-ce qu'il avait des regrets dans son parcours? Ou est-ce que c'était quelqu'un qui avait quelques regrets? Est-ce qu'il a regretté à la fin d'avoir fait de la politique? Est-ce qu'il s'est dit donc, j'aurais dû écouter ma femme? Oui. Ou est-ce que jusqu'au bout, il suivait son idée? Non, parce que c'était quelqu'un qui reconnaissait ses erreurs. Il reconnaissait ses erreurs. Non. Il a reconnu, quand il est rentré en politique, il aurait dû se fondre comme vis-à-vis de ses pairs, mais c'était plus fort que lui, il aurait dû se formater, mais il avait un tempérament qu'il ne pouvait pas contenir. Milieu, voilà, c'est La Fureur de vivre. La Fureur de vivre. Ce livre que vous allez pouvoir dédicacer à une personne dans le public qui ne l'aurait pas encore lu, Dominique Tapie, puisque vous restez encore avec nous quelques minutes, vous allez pouvoir discuter aussi avec tous les gens qui sont venus vous applaudir. En tout cas, Lénie, encore président, Lénie, puisque encore président, c'est très très sympa déjà de m'avoir demandé aussi de co-animer cette émission avec toi, et enfin cette conférence avec toi, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et vous, Dominique Tapie, aussi, parce que vous êtes une belle personne, et au sens propre comme figuré, et j'espère que vous allez vivre encore de très bons moments. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai de quoi vivre des moments. J'ai deux nouveaux petits-enfants. Ben oui. Et puis toujours cette rigueur de la discipline de la danse. Merci Lénie en tout cas, et merci à vous. Merci. Avant de se quitter, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors également, je vais faire circuler le micro dans la salle. Cassandra, si tu veux bien venir, je vais me mettre au pupitre puisque je vais pouvoir suivre les questions donc en direct. Donc vous allez pouvoir déjà dès maintenant scanner le QR code pour essayer de poser vos questions, ou tout simplement en circulant, en levant la main, Cassandra vous portera le micro. Il n'y a pas de main qui se lève. Des questions, des remarques. Toujours quelqu'un pour lancer. Qui veut lancer? Allez. Ah, micro. Okay. Ça passe mieux comme ça. Hein? Voilà. Je suis extrêmement interpellée par cette procédure qui est comme un rouleau compresseur, comme vous l'expliquiez. Et je me demandais s'il n'y avait aucune possibilité de l'interrompre, s'il n'y a pas une volonté politique aujourd'hui qui ferait que la procédure donc, pourrait être stoppée. Alors Bernard connaissait, il avait des avocats, il voulait aller à la Cour européenne, car l'arbitrage a été annulé. Or, sur la place de Paris, les arbitrages en France, ça ne peut jamais être annulé. C'est incroyable. Encore une fois, il a fait jurisprudence parce que lui, son arbitrage a été annulé. Et donc, il avait fait des démarches pour aller à la Cour européenne, pour faire appel de cette décision. Mais moi, j'ai plus d'avocat. Je ne suis plus... comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de m'investir à mon âge
et de me faire du mauvais sang pour quelque chose qui est maintenant inéluctable. Voilà. Moi, du moment que ça, son image est comme je la veux, c'est-à-dire qui est authentique, qu'elle est comme j'aime remettre les choses en place. Mais voilà, oui, normalement, il y a une instance à la Cour européenne qu'on pourrait entreprendre, mais ça va demander des années. S'il nous donne raison, l'État français va faire appel, et on est reparti pour... Ce qui est insupportable, c'est de voir l'absurdité de ce système, en fait. Voilà. On attend le bon sens derrière tout ça. Parce que tout le monde a bien compris que quand Hollande fait annuler l'arbitrage, c'est pour atteindre Sarkozy. Hein. Et c'est le monde politique. Je veux dire, nul n'est dupe. Nul n'est dupe. Et est-ce qu'il vous garde quand même quelques ressources personnelles qui sont préservées? Alors je suis bien sûr sous la coupe d'un liquidateur et j'ai la moitié de la retraite de député de Bernard, 2004 donc 1200. Et quand mon éditeur m'a proposé d'écrire ce livre, moi je suis une personne je suis toujours restée dans l'ombre, j'avais pas envie d'être dans la lumière. Et bon, il a bien fallu que je mette noir sur blanc. Et donc je suis allée voir mon liquidateur et je lui ai dit, voilà, on me propose d'écrire un livre, est-ce que vous allez me laisser les émoluments que vous allez me donner, ou est-ce que vous allez me prendre quelque chose, parce que je n'ai pas envie d'étaler ma vie privée, c'est pas mon... Et il m'a dit, non madame, ce sera pour vous, vous paierez vos impôts, vous êtes redevable des dettes de votre mari, ce que vous gagnez aujourd'hui, c'est pour vous. J'ai de la chance, parce que je pourrais tomber sur quelqu'un qui me prenne 30 ou 40%. J'ai beaucoup de chance. Hein. Voilà, je réponds à votre question. Et je suis très, très aidée. J'ai beaucoup de chance, vraiment. J'ai des amis qui m'aident financièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Des remarques, des avis? Ah, il y en a sur... Okay. S'il y a d'autres... Hop. Ah, une question. Comment vous sentez-vous en tant que femme en dehors de l'image de votre mari? Très intéressant. Comme je me suis toujours sentie à ses côtés, c'est-à-dire je n'ai pas changé de personnalité, sauf que maintenant, voilà, je me mets un peu en lumière aussi, et ça ne me déplaît pas. C'est agréable d'aller à la rencontre de personnes qui sont témoins, qui me racontent des anecdotes sur lui. La dernière en date, j'ai une journaliste qui m'interviewe pour Monaco, le journal de Monaco, et elle avait interviewé Bernard quand il était malade, parce que ça aussi, il l'a fait savoir, il a voulu partager cette nouvelle expérience et redonner du courage et de l'espoir aux cancéreux. Et cette jeune journaliste va l'interroger, et ensuite, donc, elle vient vers moi. Et, enfin, 2-3 années après. Et elle me raconte cette anecdote. Elle me dit, donc, j'ai demandé à votre mari sur son cancer, etc. Et je lui dis, c'est une cause qui me tient à cœur, parce que j'ai ma mère qui est en train de se battre dans un hôpital contre un cancer du sein. Et c'est vrai qu'elle n'a pas trop le moral. Et aussitôt, qu'est-ce qu'a dit votre mari? Elle est où? Vous avez son téléphone? Passez-la moi. Et pendant 10 minutes, il lui a remonté le moral en lui disant, vous devez vous battre, vous devez faire du sport, vous devez... Enfin, il lui a donné des tas de conseils. Elle était remontée à bloc. Et elle me raconte ça, moi j'étais pas là. Et quand je vais à des salons pour signer le livre, j'ai aussi des gens qui me rapportent comme ça des anecdotes que j'ignorais. En fait, c'est tout à fait Bernard. Ce qui est fou, c'est cette humanité en fait chez lui, une humanité profonde, un amour pour les gens, pour les gens.
peut-être même l'impression que même les gens qui ne l'aimaient pas, il avait peut-être envie de les convaincre, d'arriver à leur expliquer sa vérité, sa vision des choses. Vous savez, je crois que dans la vie d'un homme, quand il est confronté à des situations graves, des événements heureux, mais aussi très graves, très malheureux, sa véritable personnalité se révèle et ça met en valeur son âme profonde. Et je pense que la dernière ligne droite, les gens ont vraiment compris qui il était. C'était vraiment ça. Alors nous avons d'autres questions en ligne, via le QR code. Premièrement, quelqu'un qui demande avez-vous aimé votre expérience télévisuelle dans Les Traîtres? Est-ce que vous avez aimé? Avez-vous aimé votre expérience télévisuelle dans Les Traîtres? Est-ce que vous avez aimé cette expérience avec Sophie? Ah bah évidemment, parce que d'abord ça m'a mis une petite parenthèse amusante. J'ai rencontré des gens de tout horizon que j'aurais jamais rencontré. Par exemple, je pense au rappeur Seth. J'avais peu de chance d'être aussi proche de cette personne. Ça m'a appris aussi à ne pas avoir d'a priori, ne pas se fier à l'apparence, parce que je ne sais pas si ceux qui ont vu Les Traîtres, il fait peur. Oui, il est tout tatoué, il est très imposant, il est tatoué sur le visage. Il est impressionnant, il fait très méchant. En fait, c'est un gros nounours très gentil, donc il ne faut pas se fier à la première impression. Et puis j'étais avec beaucoup de jeunes. J'ai découvert aussi des influenceurs. Moi, je ne regarde pas les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai découvert ce monde de l'apparence, de la comédie, un peu... Ça me met mal à l'aise, oui, c'est juste parce que je voyais ces jeunes qui se mettent devant la caméra. Bon, c'était une expérience amusante parce que vous voyez vraiment la comédie humaine, là. Alors j'étais évidemment tout le temps, le plus souvent, avec Francis Huster et Liane Joly, parce que nous étions les trois anciens. Et nous, on regardait tout ce tapage, toute cette mise en scène de chacun, avec du recul, avec le recul de notre expérience, de notre âge, et on restait un peu... on prenait pas tout au premier degré, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça m'a amusé, ça m'a amusé. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas assez dans le jeu, et le deuxième ou troisième jour, on est venu me dire « Dominique, il faut un peu plus vous investir ». J'avais du mal à m'investir parce que c'est pas ma génération. C'est un exercice que vous ne connaissiez pas, que vous ne maîtrisiez pas, ce type d'émission. Oui, je ne connaissais pas du tout. C'est un exercice nouveau. C'est Sophie qui m'a entraîné dans cette aventure. Mais c'était une belle expérience. Et puis j'étais avec ma fille. On était vraiment en autarcie totale parce qu'on était au fin fond de la campagne, dans ce magnifique château Bournel. Et puis j'ai découvert par exemple cette base de l'OTAN. J'avais certainement pas d'occasion pour aller visiter ça. J'ai pu côtoyer de près des petits rats qui étaient tout mignons. On m'a enfermé dans un cercueil. Et c'était amusant. Alors une question de moi pour le coup. Vous parliez de la jeunesse que vous avez rencontrée à travers Les Traîtres. C'est vrai que vous avez touché un public peut-être plus jeune avec Les Traîtres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est votre regard sur la jeunesse aujourd'hui qui veut entreprendre, qui veut suivre des chemins non conventionnels peut-être par rapport... Alors on est dans les mouvances Parcoursup, où tout le monde est pris dans des algorithmes généraux. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui avec la société faire des Bernard Tapie? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore, grâce à la méritocratie notamment? Ça devient de plus en plus difficile parce que c'est plus la même époque. Peut-être le tout dernier, qui a été un exemple
Donc mon mari a été un exemple pour lui, c'est Xavier Niel, qui a décidé d'entreprendre, bon lui voilà, au tout début, je ne sais plus comment ça s'appelait, Free, oui, la téléphonie, oui, voilà. Internet. Voilà, donc lui, il a fait savoir qu'il s'était lancé parce qu'il avait devant lui l'image d'un entrepreneur qui était jeune, dynamique, qui touchait à tout et qui s'amusait dans la vie, qui avait l'air de s'amuser, et que ça changeait des PDG avec le costume gris et qui était transparent, qui ne donnait pas envie. Oui. Et Xavier explique ça très bien. D'ailleurs, il m'a envoyé son livre qui s'appelle Une sacrée envie de foutre le bordel. Et il est. Ça devait plaire à Bernard, ce titre. Et voilà, Bernard était son mentor un peu. Alors je dirais que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile. Je veux dire que cette jeunesse, là, les 20 dernières années, elle n'a pas eu ce que nous avons connu dans les années 70, 80. Tout était possible. Maintenant, ça devient plus difficile. Et il y a une l'ambiance générale, oui. Il y a une ambiance épouvantable. Une atmosphère. Des fois, je me dis, quand j'écoute les informations, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dirait ? Il prendrait encore son téléphone parce que quand il entendait tout ça, il ne pouvait pas s'empêcher. Il appelait Pro, il appelait le chroniqueur au journal et il voulait faire entendre sa voix encore, qu'il n'avait plus d'ailleurs, le pauvre. Et je ne sais pas, mais comme je vous l'expliquais, il y a eu un avant et un après notre agression. Oui. Et là, il a été extrêmement choqué parce que quand il était ministre de la Ville, bien sûr, il voulait faire pour toute cette jeunesse qu'il disait, qui sont laissés pour compte, toute cette jeunesse des banlieues. Il n'y avait pas d'avenir, il ne savait pas trop comment aller chercher, il ne connaissait pas les codes pour rentrer. Oui, il avait foi encore. Comme il a dit à mon fils, qui est des 4 enfants, le seul qui a fait des études, et il lui a dit, ces jeunes-là, ils n'ont pas la clé, ils ne savent pas. Toi, quand tu as fini tes études, tu as dit, papa, j'ai besoin de rencontrer ça, puis tu as entrepris. Mais eux, ils ne savent pas. Donc, il voulait, pour ça qu'il avait fait les écoles de vente. Et ça, il avait à cœur de donner sa chance à tout le monde. Et je raconte aussi dans le livre que quand il est arrivé à l'armée, il avait un petit peu il savait qu'il venait d'un milieu un peu défavorisé. Oui. Quand il s'est retrouvé à l'armée, il s'est rendu compte qu'il valait autant que ceux qui étaient à l'école d'officier. D'ailleurs, après, il a fait une demande et il est rentré dans l'école d'officier, parce qu'il voulait que chacun trouve au fond de lui ce pourquoi il est fait. Maintenant, son identité profonde, oui, sa voix. Maintenant, pour ces jeunes, je ne sais pas. Je vous ai dit, j'ai mon petit-fils qui a 20 ans, il reprend le flambeau, il entreprend. Là, il est en train de monter sa petite boîte sur l'éloquence. Mais ces jeunes issus des banlieues, bien sûr, il y en a qui s'en sortent, parce que ils ont été laissés pour compte. Maintenant, c'est autre chose. Je crois qu'ils sont perdus. Ceux-là, ils ont l'air perdus. Je ne peux pas dire. Franchement, je ne peux pas dire. C'est une je crois époque qu'ils sont irrécupérables. Et quand nous avons été donc violentés et volés, à un moment, on était attachés, et moi ils m'ont traîné dans toute la maison, puisqu'ils savent que c'est la femme qui en général a la clé du coffre, a le porte-monnaie, a des bijoux. Et à un moment, on me ramène dans notre chambre, et il est debout avec les 4 types autour de lui. Il était déjà très malade.
Et je dis, mais laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade, je vous donne tout ce que vous voulez. Et Bernard regarde un des grands noirs et lui dit, mais comment vous pouvez me faire ça, moi qui vous ai toujours défendu? Et la racaille, je veux dire le nom, la racaille lui répond, c'est plus pareil, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce que fait Bernard? Il est fou, il lui crache à la figure. Et quand il a fait ça, je me suis dit, mon Dieu, on est mort. On est mort. On est mort. Donc il a pris un énorme coup de poing. Il avait le bleu qui est resté pendant des mois. On a vu les photos qui ont été diffusées. Mais voilà, donc, et après ça, il n'avait plus la même foi en l'humanité. Il a compris que la partie était terminée pour ces gens-là. Que les choses changeaient. Ouais. Surtout, comme vous dites, après tout ce qu'il avait fait, justement avec ses écoles, etc., pour les plus démunis, c'était vraiment un mauvais retour de bâton, pour le coup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Vous allez faire un petit point sur les questions en ligne. Alors, on me pose une question, on me dit, alors je pense qu'on va après conclure par cette question. Votre mari a traversé la génération 80-90. Aurait-il, Bernard, le même élan d'entreprendre aujourd'hui, lui? Aurait-il aujourd'hui, Bernard Tapie, le même élan d'entreprendre? Est-ce qu'il ferait des choses différemment? Oui, parce qu'il avait ça en lui. Il avait ça en lui, bien sûr. Bien sûr. C'était vraiment... Oui, en fait, c'était un homme de défi. Il fallait c'était un challenge, bien sûr. Même la maladie. Il s'est battu en potassant tous les livres sur le cancer, en cherchant quels étaient les meilleurs oncologues. Et il se battait contre ça. Je vous ai raconté. Non, cachant rien. Avec transparence. Et il disait, on a reçu des centaines de lettres, puisqu'il communiquait, et j'ai répondu à toutes, en leur disant, ne lâchez rien, il faut que vos défenses immunitaires se battent contre les cellules cancéreuses. Et jusqu'au bout, il a cru qu'il allait s'en sortir. Et moi avec. Parce que je le croyais immortel. C'était Bernard Tapie. Comment? C'était Bernard Tapie. Oui, ouais. Il a tellement cru et puis il avait une foi extraordinaire. La foi le tenait aussi, vous savez. Il avait rencontré sur le plateau de Rosenmark, au cours d'un 7 à 8, il avait rencontré un pasteur. Et ils avaient échangé, et tous les soirs, le pasteur l'appelait, et restait pendant 20 minutes au téléphone à prier. Et Bernard lui disait, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Qu'est-ce qu'il fout? Pourtant, jusqu'au bout, il est resté debout dans sa tête. Il n'y a que 10 jours avant la fin, il a compris. Il a gardé cette foi jusqu'au bout. Et là, il a compris, et là, ça a été le mutisme le plus complet. Non, je raconte tout ça dans mon livre. Et puis notre amour des chiens, ça, on est fou. Vous pouvez dire quelques mots, alors peut-être sur vos chiens, sur vos quelques chiens, puisqu'on en parlait, qui représentent beaucoup pour même à travers ces épreuves. Et vous savez que, je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont des chiens, mais les chiens nous amènent tellement. Et les nôtres, enfin surtout le dernier, ça a été vraiment notre thérapeute, notre ange gardien. Il se couchait. Bernard souffrait énormément, puisque les os étaient atteints à la fin. Il avait très mal à l'épaule. Et pour le soulager, on lui mettait des patchs de froid.
Et après, je mettais une pommade spéciale, mais je vous assure, je l'effleurais. Et en l'effleurant, il avait mal. Eh bien, notre cadet corso, 45 kilos, montait dans le lit. Il avait une tête comme ça. Et il mettait sa tête sur son épaule. On pouvait à peine l'effleurer. Et Bernard prenait sa patte dans sa main et il restait des heures comme ça. Et je lui disais, mais il te fait pas mal? Il me dit non, il te fait du bien. Comme si le chien absorbait la douleur. Comme s'il le sentait. C'est invraisemblable. Et ça l'a aussi beaucoup aidé. Et vous nous racontiez qu'il voulait aller dans le cercueil, le chien. Le chien voulait sauter dans le... Oui, quand Bernard a été mis en bière, le chien voulait aller se coucher avec lui. C'est beau parce qu'en fait on se rend compte que... Et je raconte aussi autre chose, parce que ça, il faut que vous le sachiez. Quand je me suis retrouvée, donc je n'avais plus ma maison principale, et nous avions un moulin à Comblavie, dans Seine-et-Marne, où j'ai joué un peu comme vous aimez Marie-Antoinette, dont j'avais des chevaux, enfin tous les chevaux de Sophie, et puis nous avions un petit âne, on avait un poney, on avait des chèvres, on avait des moutons, on avait des poules, on avait Léon, comment ça s'appelle, le pan. Et ça, c'était pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que le moulin a été vendu, bien sûr. Et aussitôt, j'ai pensé, Brigitte, je l'ai appelée, et cette femme extraordinaire m'a dit, ne vous occupez de rien. En 24 heures, elle est venue chercher tous mes animaux. Ils ont tous été répartis dans ces différentes, dans les différents lieux. Les chèvres, tout ça à Bazoches. Les chevaux sont en Normandie. Elle a respecté ce que j'ai dit, c'est-à-dire les 2 derniers chevaux sont ensemble dans le même pré, et la petite ânesse avec le poney ensemble dans le même pré. Et voilà, et ça, je dois dire que cette femme, elle est extraordinaire. On ne sait pas assez, mais c'est une femme qui dit et qui fait ce qu'elle dit, et qui a son franc-parler. Et moi, je lui suis reconnaissante à vie. Brigitte Bardot, évidemment. Oui, il n'y en a qu'une Brigitte. Non, pas Brigitte Macron. Dans le jardin de l'Élysée, ça aurait fait évidemment. un peu... Évidemment. Dominique, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous? Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous? Le mot de la fin, bah, écoutez, oui, j'ai eu une vie merveilleuse, trépidante. Voilà, et si on me dit tu appuies sur le bouton, tu as la même, bah oui, je dis oui. Avec le positif et le négatif. Pardon? Avec le positif et le négatif. Je n'ai pas compris. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, avec les hauts, les bas, oui. Après tout, dans la vie, qu'est-ce qu'on a? Ce qui nous fait apprécier les bons moments, c'est aussi qu'il y a des mauvais. PSG a gagné. Bon. Mais l'OM, s'il n'y a pas cette rivalité avec PSG, il va s'ennuyer. Donc voilà, il faut toujours trouver quelque chose pour l'émulation. Complètement. Merci beaucoup, Madame Merci Tapi. à vous. Merci. Et maintenant, je vous invite à aller à l'extérieur pour la séance dédicace, ceux qui veulent. Des livres sont disponibles à l'achat. Vous pouvez venir échanger un petit peu avec Madame Tapi en sortant sur votre droite. Merci à tous d'avoir été présents. Et pour ceux qui vous rejoignent à la plage, vous pouvez y aller dès maintenant. On se rejoint là-bas. Merci à tous.